Bonjour Monsieur Ferner. Bonjour. Comment se développe le haut débit en France? Alors le haut débit est en train de rattraper un certain retard, puisque si on le compare à quelques pays étrangers, on avait un petit peu pris du retard, on avait un petit peu raté un train. Maintenant, grâce à la fois aux initiatives des opérateurs et au réseau d'initiatives publiques, eh bien, on est en train de combler ce retard avec un besoin qui est à la fois un besoin culturel, familial, personnel et un besoin professionnel lui aussi très, très important. Quel est l'avenir de la fibre en France? L'avenir de la fibre, je crois qu'elle a deux enjeux aujourd'hui, la fibre. C'est bien sûr répondre aux demandes les plus pressantes, celles des villes les plus denses, où d'ores et déjà il y a des utilisateurs identifiés, mais elle est aussi de pouvoir apporter à un moment donné un équilibre des territoires et de pouvoir fournir à tout le monde le même service numérique. Aujourd'hui, il nous semble que la première fracture, c'est une fracture numérique. C'est que quand quelqu'un a encore 256 cas, et il y a encore beaucoup de gens qui disposent de ce genre de volume, et bien aujourd'hui, d'une part, sa famille n'est pas très heureuse, et d'autre part, il ne peut pas avoir d'activité professionnelle avec ça, en tout cas pas à l'endroit où il se trouve. Ce sont les fameuses zones blanches? Alors ce sont évidemment les zones blanches, mais on se rend compte que quelques zones qui sont assez denses, y compris dans ma commune qui fait 15 000 habitants, qui est accolée à la ville de Nancy, eh bien on trouve des gens qui, sans avoir 256 cas, en ont 512 ou moins d'un méga. Ça veut dire que, évidemment, on n'a pas d'outils connectés chez soi, on n'a pas de télévision par cette voie-là, et donc on est aujourd'hui très pénalisé quand une grande partie des contenus qui nous sont diffusés nécessitent aujourd'hui des volumes importants. Quelle serait la solution technologique? Est-ce que ça serait la fibre ou d'autres procédés? Alors la solution, elle est technologique, mais elle est aussi juridique et organisationnelle. C'est-à-dire que je pense que les grands opérateurs qui ont les moyens de disposer et de développer leur propre réseau vont évidemment se concentrer sur les zones urbaines les plus denses. Après, on va retrouver des zones où il y a des possibilités, mais où s'il n'y a pas entre ces grands opérateurs et la population une intervention publique, eh ben, ça ne se fera pas. C'est toute la logique des réseaux d'initiative publique qui se construisent pour certains sous la forme d'une concession, c'est ce qu'on est en train de faire dans la région Grand Est, et une concession, ça nous permet aujourd'hui d'aller plus vite pour pouvoir apporter d'ici 2022 la fibre à peu près chez tout le monde. Puis restera forcément quelques points très peu denses où sans doute on sera amené à chercher très ponctuellement des solutions technologiques plus économiques mais néanmoins aussi efficaces. Donc justement, en parlant des réseaux d'intérêt public, comment se construisent-ils? Qui les finance? Alors aujourd'hui, ces réseaux, il y a un peu de solutions. Le réseau d'intérêt public, s'il est financé en totalité dès l'investissement par le public, il est souvent cher. Ça met des prises entre 500 et 600 euros la prise. Ça a l'air comme ça abordable, mais quand on en a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers à faire, c'est très très coûteux pour la puissance publique. Donc la solution, celle qu'on a adoptée dans la région Grand Est à partir du modèle alsacien et qu'on va développer dans les trois anciennes régions, c'est d'avoir un système de concession qui va donner à un opérateur privé la concession pour une longue durée. Cet opérateur privé, il va permettre de payer à peu près les 2/3 de la prise, 1/3 à la charge du public, et avec ça, on peut encore une fois dire que tout le monde aura un égal accès à la fibre avant quelques années. Les grands FAI sont souvent absents des RIP. Comment peut-on l'expliquer? Alors les grands FAI sont souvent absents des RIP. Alors il y a parfois des réponses technologiques qui disent que la façon la technique de fibrage ne leur convient pas.
Il y a quelquefois aussi, quand même souvent, des raisons économiques, c'est-à-dire qu'ils considèrent parfois que ces zones ne sont pas assez denses. Moi je pense que même si dans certains endroits ça pose des difficultés, le fait de pouvoir avoir aussi des opérateurs plus proches qui sont en émergence et pour certains qui se développent assez correctement, c'est plutôt une chance, ça fait partie de l'ensemble d'un marché, ça donne un service qui n'est pas tout à fait le même et qui dans certains endroits a fait ses preuves. Donc je crois que la cohabitation, la coexistence de tout le monde c'est important et le rôle peut-être de la puissance publique c'est de s'assurer que au moins dès qu'un endroit est fibré, il y a quelqu'un qui est prêt derrière à fournir un accès Internet, c'est évident. Donc là, on parle des petits fournisseurs d'accès Internet. Les pouvoirs publics les soutiennent ou les laissent faire ou... Alors, je crois que le rôle des pouvoirs publics vis-à-vis des fournisseurs d'accès, c'est pas de faire de la discrimination positive. C'est pas de commencer à subventionner un opérateur émergent parce qu'il est, par exemple, de la région. Je crois que ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'avoir, dès le moment où on conçoit l'équipement, un travail avec ces fournisseurs d'accès, peut-être dans le cadre des concessions, la possibilité d'avoir un fournisseur d'accès qui s'engagerait ou qui s'engage à brancher le foyer quel qu'il soit, et ça peut fonctionner comme ça. Et puis ensuite de s'assurer que la concurrence est saine, que les gros n'écrasent pas les petits et que de l'autre côté, les petits ne sont pas soutenus de façon absurde par la puissance publique. Les opérateurs ont-ils de l'autorité en fait sur ces réseaux ? Alors, ces réseaux sont libres, surtout une fois qu'ils sont concédés. Ils sont concédés cette fois à un opérateur qui est privé. En revanche, dans le cadre d'une concession comme celle qui se met en place aujourd'hui en Alsace, il y a un regard important et une possibilité pour la puissance publique qui reste maîtresse d'ouvrage de s'assurer que, en particulier, le planning de raccordement est tenu, que d'autre part il est cohérent et qu'il n'oublie pas un certain nombre de zones. Ça c'est le rôle d'un cahier des charges et dans la durée de la façon de faire vivre la concession. Ça c'est forcément un exercice qui est complexe parce que l'intérêt du concessionnaire n'est pas toujours l'intérêt de la puissance publique. Ça je dirais, c'est à la fois la vie des affaires d'un côté et la vie des affaires publiques de l'autre. C'est nous qui défendons l'intérêt général. Le principe de mutualisation de l'ARCEP n'est-il pas parfois source de conflit ? Alors le principe de mutualisation de l'ARCEP est évidemment très important. Il est quelquefois source d'incompréhension ou voire de retard. C'est-à-dire que les gens voient poser la fibre près de chez eux et puis en réalité ils ne peuvent pas véritablement y avoir accès tout de suite. En même temps, c'est sans doute l'assurance d'avoir un minimum de concurrence. Je crois que c'est une bonne mesure, mais qu'il faut savoir expliquer.